J'ai découvert leur plan pour saboter les funérailles de ma femme. J'ai donc engagé 25 gardes de sécurité et installé 10 caméras. Abonnez-vous pour rester informé. Et n'oubliez pas de nous saluer, où que vous soyez dans le monde. J'ai trouvé la conversation de groupe par hasard. Ma femme, Simone, était partie depuis 3 jours et je regardais nos photos sur son vieil iPad quand la notification est apparue. Le nom de ma belle-mère Patricia est apparu, accompagné d'un message qui m'a glacé le sang. N'oublie pas, on passe à l'action aux funérailles. Malcolm ne saura pas ce qui lui arrive. Je suis restée figée devant ces mots, les mains tremblantes, en ouvrant la conversation. 12 personnes participaient à ce échange, tous des membres de ma famille que je connaissais depuis les 8 années de mariage de Simone et moi. Ma belle-sœur Rochelle avait écrit « Il se croit si parfait. Attendez de voir qui il est vraiment. » J'ai remonté la conversation et j'ai vu défiler sous mes yeux 3 semaines de messages. Il préparait ça depuis avant la mort de Simone. Ma femme avait un cancer des ovaires de stade 4, et ces gens avaient passé ces derniers jours à comploter contre moi au lieu de la soutenir. Les messages détaillaient tout. Ils comptaient interrompre la cérémonie, m'accuser de maltraitance, prétendre que j'avais isolé Simone de sa famille, et même insinuer que j'avais contribué à sa mort en lui refusant les soins appropriés. De Saône, le frère de Simone, avait écrit « L'assurance vie est de 200 000 €. Il ne mérite pas un centime. » J'étais malade. Non pas parce qu'ils voulaient l'argent. Je donnerais tout pour revoir Simone, mais ils étaient prêts à profaner sa mémoire pour y parvenir. Ces gens étaient censés l'aimer. Au lieu de cela, ils ont vu sa mort comme une opportunité. J'ai tout immortalisé, le cœur battant la chamade. Puis j'ai pris une décision qui allait tout changer. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je repensais sans cesse à la femme que j'aimais depuis 8 ans, et je me souvenais de ses avertissements. 6 mois avant son diagnostic, Simone m'avait fait asseoir à la table de la cuisine, le regard grave. « Chérie, il faut que tu comprennes quelque chose à propos de ma famille », m'avait-elle dit en me prenant les mains. « Ils ne sont pas comme la tienne. Il y a toujours une explication, toujours un plan. Ma mère a toujours été comme ça, depuis ma plus tendre enfance. À l'époque, je n'y prêtais pas attention. Je pensais qu'elle était dure. Maintenant, allongée seule dans notre lit, d'autres souvenirs me sont revenus. Patricia m'avait interrogé 4 fois sur nos finances pendant la maladie de Simone. Rachel avait essayé de convaincre Simone de la désigner comme bénéficiaire de son compte épargne. Deshawn m'avait suggéré de contracter un 2e prêt hypothécaire pour financer des traitements expérimentaux, alors même que notre assurance couvrait tout. Simone avait tout compris. « Ils s'en prendront à toi quand je ne serai plus là », m'avait-elle murmuré un soir à l'hôpital, d'une voix faible mais assurée. « Promets-moi que tu te protégeras. » Je le lui avais promis, mais je ne la croyais pas vraiment. La Simone que j'avais rencontrée à la fac était si différente de sa famille. Elle avait financé ses études à Howard University en cumulant 3 emplois, refusant l'argent toxique de sa mère, toujours assorti de conditions. Elle était brillante, gentille, déterminée. Elle m'avait choisi alors que sa famille disait que je n'étais pas assez bien, pas assez ambitieuse, que je ne gagnais pas assez d'argent. Patricia avait ri à notre mariage quand Simone a prononcé ses vœux. J'aurais dû comprendre. Le lendemain matin, je n'ai pas fermé l'œil. J'ai préparé du café et j'ai commencé à éplucher de vieux SMS, des emails, tout ce qui pourrait m'aider à comprendre. Ce que j'ai découvert m'a anéanti. 2 ans auparavant, Rachel avait envoyé un email à Simone, l'accusant de se croire supérieure à la famille parce que nous avions acheté une maison dans un autre quartier. L'année dernière, Patricia avait dit à la tante de Simone que je la trompais probablement parce que je travaillais parfois tard. Deshawn avait répandu des rumeurs lors d'une réunion de famille, prétendant que nous avions des problèmes d'argent, ce qui était faux. Mais le pire, c'était un message vocal datant d'il y a 8 mois. La voix de Patricia était pleine de venin. « Tu vas mourir, Simone, et tu vas tout laisser à cet homme. Il n'est pas parti de rien. Il ne comprend pas ce que c'est que de galérer comme nous. Cet argent doit rester dans la famille. Le sang avant tout, ma chérie. Le sang avant tout. » Simone l'avait mis de côté. Elle avait tout mis de côté. Dans un dossier sur son ordinateur intitulé « Au cas où », j'ai trouvé des preuves documentées de chaque mensonge, de chaque manipulation, de chaque tentative pour la monter contre moi. Il y avait des captures d'écran de Patricia demandant de l'argent à Simone,
puis disant à d'autres membres de la famille que Simone les avait abandonnés. Des messages de Rachel essayant d'emprunter 15 000 $ pour une opportunité d'affaires que Simone savait être une arnaque. Même un enregistrement de Deshawn admettant avoir menti à leur grand-mère au sujet de mon refus de laisser Simone lui rendre visite. Elle avait monté un dossier pour me protéger même après ma mort. J'ai appelé mon meilleur ami, Marcus, à 6 heures du matin. J'ai besoin d'aide, lui ai-je dit, et je lui ai tout raconté. Marcus, avocat, a écouté en silence jusqu'à la fin. Malcolm, mec, je suis désolé, mais tu tiens quelque chose d'important. Ils envisagent de commettre une fraude, une diffamation, voire même un vol s'ils contestent le versement de l'assurance. On peut les arrêter. Nous nous sommes retrouvés à son bureau vers 8 heures. J'avais apporté l'iPad, les captures d'écran et les documents de Simone. Marcus était accompagné de sa partenaire, Keisha, avocate spécialisée en droit successoral. C'est du crime, a déclaré Keisha en faisant défiler les messages. Le complot visant à te diffamer lors des funérailles, l'interruption planifiée de la cérémonie commémorative, les fausses accusations. Tu pourrais porter plainte. Mais je ne voulais pas me venger. Je voulais que Simone repose en paix. Et si, dit Marcus lentement, on les laissait croire qu'ils allaient réussir, mais qu'on était prêt à les affronter. C'est là qu'on a mis au point le plan. 25 agents de sécurité, tous agréés et assurés. 10 caméras de surveillance réparties dans tout le funérarium, avec des images en direct transmises à un centre de contrôle. Une sténographe judiciaire pour tout consigner. 2 policiers hors service et autre chose, quelque chose d'inattendu. On va leur donner assez de cordes pour se pendre, dit Marcus. Et on fera en sorte que les funérailles de Simone soient belles malgré eux. J'acquiesçai, ressentant quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis la mort de Simone, de la détermination. Les funérailles avaient lieu dans 4 jours. Il fallait agir vite. Marcus a fait jouer ses relations dans le milieu de la sécurité. Keisha a contacté un client qui possédait une société de sécurité privée spécialisée dans la protection d'événements. À midi, notre équipe était au complet. Le chef de la sécurité était un homme nommé James, 1,95 m, ancien marine, à l'œil de lynx. J'ai officié à des funérailles de célébrités, des événements politiques, tout ce que vous voulez, m'a-t-il dit dans son bureau, mais jamais je n'avais vu la famille menacée. C'est le comble de la bassesse. Je lui ai montré les messages. Il a serré les dents. Ma sœur est décédée l'année dernière. Si quelqu'un avait tenté de profaner ses funérailles, je ne sais pas ce que j'aurais fait. On fera en sorte que votre femme repose en paix, mon frère. Nous avions tout planifié dans les moindres détails. Des gardes seraient postés à chaque entrée. 2 d'entre eux resteraient constamment près du cercueil. Les caméras seraient discrètes mais offriraient une couverture complète. Toute perturbation serait documentée, gérée, et si nécessaire, poursuivie en justice. Mais il fallait agir avec discrétion. Patricia et son équipe ne devaient surtout pas savoir que nous étions au courant. Laisse-les croire qu'ils ont l'effet de surprise, dit James. C'est là que les gens font des erreurs. Je suis rentré chez moi et j'ai fait quelque chose qui a failli me briser. J'ai appelé Patricia pour organiser les obsèques de Finalay. Malcolm, mon chéri, dit-elle d'une voix faussement douce. Nous sommes tous anéantis. Simone était tout pour nous. J'avais envie de hurler. J'ai simplement répondu, je sais. Merci de votre aide pour les préparatifs. La veille des obsèques, je me tenais dans notre chambre, serrant contre moi la robe préférée de Simone, celle dans laquelle elle aurait voulu être enterrée. Elle était vert émeraude, la couleur de l'espoir, disait-elle toujours. Je me souvenais qu'elle la portait à la fête de Noël de mon entreprise, 3 ans auparavant. Comment elle avait dansé avec moi dans notre salon avant notre départ. Comment elle avait ri quand je lui avais marché sur les pieds. Je vais faire en sorte que demain soit parfait pour toi, ai-je murmuré dans la pièce vide. Mon téléphone a vibré. Marcus, dernière visite au funérarium dans 1 heure. Tu es prêt? Je n'étais pas sûr d'être jamais prêt. Le funérarium semblait transformé à mon arrivée. James et son équipe positionnaient les caméras avec une précision militaire. La directrice des pompes funèbres, Madame Martin, une femme digne d'une 60aine d'années, m'a pris à part. Monsieur Williams, je tiens à vous dire qu'en 30 ans de carrière, je n'ai jamais vu une telle organisation.
Mais je tiens aussi à vous assurer que les obsèques de votre épouse seront magnifiques. Quoi qu'il arrive, elle sera honorée. La chapelle principale pouvait accueillir 200 personnes. Des roses blanches partout. Les préférés de Simone. Des photos de sa vie étaient projetées sur des écrans. Un programme que j'avais mis au point pendant des jours avec sa meilleure amie, Tamika. Tout était prêt. James m'a montré la salle de contrôle. 10 écrans diffusaient des images de la chapelle sous tous les angles. L'entrée, le parking, et même les toilettes. Ils ne s'approcheront pas à moins de 3 mètres du cercueil sans qu'on le sache, avait-il promis. Les obsèques étaient à 14 heures. À 13h30, les gens commençaient à arriver. Je suis restée dans le salon, les yeux rivés sur les écrans, tandis que les invités entraient. Les amis de Simone à la fac. Ma famille, venue spécialement d'Atlanta, ses collègues de l'hôpital où elle travaillait comme infirmière. Puis Patricia est arrivée, vêtue de noir, mais avec une élégance qui lui donnait des allures de tailleur-pantalon. Rachel et Deshawn l'encadraient comme des soldats. Je les observais scruter la pièce, remarquant les gardes discrètement postés le long des murs. Le visage de Patricia se crispa. Elle murmura quelque chose à Deshawn, qui secoua la tête. Ils ne s'attendaient pas à une telle sécurité, mais ils étaient loin d'imaginer ce qui les attendait. D'autres membres de la famille arrivèrent au compte-gouttes, et je reconnus des visages de la conversation de groupe. 12 conspirateurs, chacun jouant son rôle, s'enlaçant, versant des larmes de crocodile. Mon cousin Jamal est venu me chercher. C'est l'heure, Malcolm. J'ai pris une profonde inspiration et suis entré dans la chapelle. Dès que j'ai aperçu le cercueil de Simone, tout le reste s'est effacé. Elle paraissait paisible, belle, enfin libérée de toute souffrance. J'avais tenu ma promesse concernant la robe. Je me suis approché lentement, j'ai posé la main sur le bois poli et j'ai senti les larmes couler sur mes joues. C'était un adieu. C'était réel. Derrière moi, j'ai entendu la voix de Patricia. Trop forte. Trop théâtrale. Mon bébé, ils m'ont pris mon bébé. Ça avait commencé. Je me suis retournée et je l'ai vu s'approcher du cercueil, les bras tendus, Rochelle et Deshawn, faisant une scène derrière elle. Ma fille, sanglota Patricia en se frayant un chemin à travers la foule pour atteindre le cercueil. 2 gardes du corps s'avancèrent discrètement, lui barrant le passage sans la toucher. Veuillez vous asseoir, dit James d'une voix calme mais ferme. Le visage de Patricia se crispa de rage. C'est ma fille. Comment osez-vous me dire que la famille a des places réservées? James l'interrompit en désignant le premier rang. Vous êtes invité à vous asseoir et à présenter vos respects pendant la cérémonie. J'observais les calculs de Patricia. Elle avait prévu de faire un esclandre devant le cercueil pour affirmer son autorité. Les gardes l'en avaient empêché. Elle me lança un regard noir, et je soutins le sien. Laissons-la s'interroger. La cérémonie commença. Le pasteur Williams, qui connaissait Simone depuis l'enfance, prononça un discours émouvant sur sa bonté, sa force et sa foi. Tamika a lu un poème qui a ému l'assistance aux larmes. Mon frère a prononcé un éloge funèbre, évoquant la façon dont Simone l'avait accueilli dans notre famille. Puis ce fut mon tour. Je me suis avancé vers le podium avec un dossier préparé par Marcus. Simone était l'amour de ma vie, ai-je commencé, la voix tremblante mais assurée. Elle était brillante, compatissante et farouchement protectrice envers ceux qu'elle aimait. J'ai parlé de notre premier rendez-vous, de notre mariage, de la vie que nous avions construite. Puis je me suis interrompue. Simone savait aussi que certaines personnes voient la mort comme une opportunité plutôt que comme une perte. Elle m'y avait préparé. Patricia s'est agitée sur son siège. J'ai poursuivi. Elle m'a appris que la meilleure façon d'honorer la mémoire de quelqu'un, c'est de la protéger. Je n'avais pas fini de parler quand Rachel s'est levée. Puis-je dire quelque chose? Demanda-t-elle, la voix tremblante d'émotion feinte. Le pasteur Williams me regarda. J'acquiesçai légèrement. Nous nous y attendions. Rochelle s'avança en essuyant ses yeux. Je veux simplement que tout le monde sache la vérité sur les derniers jours de ma sœur, commença-t-elle. Voilà. Simone était isolée de sa famille. Malcolm ne voulait pas que nous lui rendions visite. Il contrôlait ses médicaments, son téléphone, tout. Nous avons essayé de l'aider, mais il nous a tenus à distance.
Des murmures d'effroi parcoururent la foule. Ceux qui ignoraient la vérité me regardaient avec suspicion. Je serrai les poings, mais restai assise. Rochelle semblait plus à l'aise dans son récit. Elle m'avait appelé 2 semaines avant sa mort, me suppliant de l'aider. Elle a dit qu'elle craignait que Malcolm prenne des décisions sans la consulter, mais il était trop tard. Ce mensonge m'a brisé. J'ai commencé à me lever, mais Marcus m'a retenu par le bras. « Laisse-la finir », a-t-il murmuré. « Laisse-les tous finir. » Deshaun s'est levé ensuite. « Je pense que nous méritons de savoir pour l'assurance vie. »« Combien ça coûte, Malcolm ?»« 200 000. »« 3. Et tu ne laisses même pas maman récupérer les bijoux de sa fille. » Des murmures parcoururent la chapelle. Patricia, impassible, jouait son rôle à la perfection. Les effets personnels de ma fille appartiennent à sa famille. Ils gardent tout, l'effaçant de nos vies. C'était leur plan. Me discréditer publiquement, me faire passer pour un monstre, puis contester le testament et l'assurance. Je me suis levée lentement, et James a fait un signe de tête discret à son équipe. Chaque garde a pris sa place. Chaque caméra s'est mise en position. Les doigts de la sténographe ont parcouru sa machine à toute vitesse. « Vous avez terminé ?» ai-je demandé doucement. Les yeux de Patricia brillaient de triomphe. « On ne fait que commencer. »« En fait, » a dit Marcus en se levant et en s'avançant. « C'est fini pour vous tous. » Il ouvrit sa mallette et en sortit une pile de papiers. « Je suis Marcus White, l'avocat de Monsieur Williams. Ce que vous venez de faire constitue de la diffamation, de l'infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et un complot en vue de commettre une fraude. » Patricia pâlit. Marcus poursuivit. « Nous avons des preuves que votre groupe de discussion planifiait cette perturbation. Nous avons des messages expliquant comment démasquer Malcolm et toucher l'assurance. Nous avons 3 semaines de preuves de complot. » Il appuya sur un bouton de son téléphone et les écrans de la chapelle, qui diffusaient des photos de Simone, affichèrent des captures d'écran de la conversation de groupe. Toute l'assemblée lut les mots de Patricia. « Nous passerons à l'action aux funérailles. » Rachel, attendez qu'on révèle sa véritable nature. Deshaun, il ne mérite pas un sou. Un silence de mort s'abattit sur la chapelle. Tous les regards se tournèrent vers Patricia, Rochelle, Deshaun, les 12 conspirateurs. Leurs visages exprimaient l'horreur, la honte, la panique. Mais ce que vous ignorez, poursuivit Marcus, c'est que Simone, elle, savait. Elle savait exactement qui vous étiez. Elle a tout documenté. Les écrans ont changé à nouveau. La voix de Simone a empli la chapelle. L'enregistrement du message, le sang de Patricia surtout. Ma femme, ai-je dit, la voix brisée mais forte. Elle a passé ces derniers mois à me protéger de toi. Non pas parce que je le lui avais demandé. Non pas par vengeance. Mais parce qu'elle savait, elle a toujours su de quoi tu étais capable. Les écrans affichaient d'autres preuves. Patricia qui demandait de l'argent à Simone tout en racontant aux autres qu'elle avait été abandonnée. Les demandes frauduleuses de Rochelle. Les mensonges de Deshaun. Chaque trahison documentée et datée. Simone m'a laissé une lettre. J'ai continué, en la sortant de ma veste. Elle l'a écrite 2 semaines avant sa mort. Elle m'a demandé de le lire seulement si tu faisais exactement ce qu'elle avait prédit. J'ai déplié le papier, les mains tremblantes. Mon très cher Malcolm, ai-je lu. Si tu lis ceci, c'est que ma famille a essayé de te faire du mal à mes funérailles. Je suis tellement désolée, mon chéri. Je suis désolée que tu aies à les affronter sans moi. Mais je veux que tout le monde sache la vérité. Le silence régnait dans la chapelle, hormis ma voix lisant les mots de Simone. Elle a détaillé chaque manipulation, chaque mensonge, chaque tentative pour la monter contre moi. Elle a expliqué comment elle avait refusé de me léguer quoi que ce soit dans son testament, car elle voulait que tout me revienne. Son mari, son compagnon, son amour. Malcolm m'a offert 8 années de pur bonheur, ai-je lu, les larmes ruisselant sur mes joues. Il m'a tenu la main à chaque séance de chimio. Il a dormi dans un fauteuil d'hôpital pendant des semaines. Il m'a aimé même quand j'étais chauve, malade et terrifiée. Ma famille ne voit que l'argent. Malcolm, lui, ne voyait que moi. Les écrans sont devenus noirs. J'ai plié la lettre de Simone et j'ai regardé Patricia droit dans les yeux.
Vous avez transformé les funérailles de ma femme en spectacle. Vous avez tenté de salir sa mémoire pour de l'argent. James. Le chef de la sécurité s'avança. Madame Jackson, Mademoiselle Jackson, Monsieur Jackson, et les 10 autres personnes de votre groupe de discussion, vous devez partir immédiatement. Patricia retrouva sa voix. Vous ne pouvez pas nous mettre à la porte. C'est un lieu public. C'est une cérémonie privée, l'interrompit froidement Madame Martin. Vous êtes en infraction. Partez ou je vous fais arrêter. Les 12 conspirateurs furent escortés hors de la salle par la sécurité, devant 200 personnes qui connaissaient désormais la vérité. Certains invités se levèrent et applaudirent. D'autres se contentèrent de secouer la tête, dégoûtés. Une fois les conspirateurs partis, le pasteur Williams s'approcha de l'estrade. « Honorons Simone comme il se doit, dit-il doucement, avec amour, avec dignité, avec le respect qu'elle méritait de son vivant comme après sa mort. » La cérémonie se poursuivit magnifiquement. Chacun partagea des souvenirs de la bonté de Simone. Sa meilleure amie chanta son hymne préféré. Nous célébrâmes sa vie au lieu de nous laisser détruire par la cupidité de Patricia. Au cimetière, sous un ciel dégagé, je déposai une rose blanche sur son cercueil. On a réussi, chérie, ai-je murmuré. Repose-toi maintenant. Je gère. 2 jours plus tard, Marcus a appelé. Patricia a porté plainte pour contester le testament. Rachel et Deshawn aussi. Ils prétendent que tu as abusé de ta confiance et manipulé Simone. J'aurais dû être furieuse. Au lieu de ça, j'ai ri. Ils ne comprennent donc pas que nous avons tous les documents? La plainte a été rejetée au bout de 43 jours. Le juge a examiné nos preuves et les allégations de Patricia et a déclaré sans ambages. C'est l'une des plaintes les plus futiles que j'ai jamais vues. La requête a été rejetée avec préjudice. Patricia, Rochelle et Deshawn ont été condamnés à payer mes frais d'avocat, soit 35 000 $. Ils n'ont jamais payé. Cela m'était égal. L'assurance m'a indemnisé. J'ai donné la moitié de la somme au centre de recherche sur le cancer où Simone était soignée. L'autre moitié sert à financer des bourses d'études en soins infirmiers à son nom. Simone disait toujours que le monde avait besoin de plus d'infirmières qui se soucient vraiment des autres. 6 mois plus tard, je me remets. Pas complètement guérie. Je ne sais pas si c'est possible, mais je me remets. Je fais du bénévolat au centre de cancérologie 1 fois par semaine. J'ai des photos de Simone partout. Je lui parlais tous les matins en prenant un café. Patricia a envoyé une lettre la semaine dernière disant qu'elle voulait se réconcilier. Je l'ai brûlée. Il y a des ponts qu'il vaut mieux ne jamais rompre. Tamika est passée hier et m'a trouvée en train de feuilleter de vieilles photos. Elle serait fière de toi, a-t-elle dit. De la façon dont tu l'as protégée, du fonds de bourse, de tout ça. J'ai hoché la tête, la voix tremblante. Tu sais ce qui est le plus incroyable? A poursuivi Tamika. Il pensait pouvoir se servir de sa mort contre toi. Mais l'amour de Simone était plus fort que leur haine. Même partie, elle t'a protégé. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon testament. Tout ira au fonds de bourse. Plus de drames familiaux, plus de disputes, juste l'héritage de Simone au service des autres. Si vous pensez que chacun mérite de reposer en paix sans que sa mémoire soit profanée à des fins lucratives, abonnez-vous. Seuls les manipulateurs et les personnes cupides et sans cœur, capables de saboter des funérailles, ne s'abonneront pas. Reposez en paix si vous vous opposez à ceux qui, comme Patricia, voient dans la tragédie une opportunité, car chacun mérite mieux que de voir sa mort instrumentalisée. Chacun mérite ce pourquoi Simone et moi nous sommes battus, l'amour, la dignité et la paix.